Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'URSSAF Aquitaine et la CAF Gironde, la CPAM Gironde, pardon, puisqu'on parle de maladie aujourd'hui, dans le cadre donc d'une offre de services commune à l'attention des travailleurs indépendants. Donc, au cours de ce webinaire d'une durée d'une heure environ, nous allons vous accompagner avec la CPM Gironde et moi-même de l'URSSAF sur vos droits maladie et indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, dans le cadre notamment de votre protection sociale. Donc, moi, je suis Fouzia Mehdi de l'URSSAF Aquitaine et donc nous retrouverons tout à l'heure Karine Lacroix et Stéphanie Flory de la CPAM Gironde, donc votre caisse primaire d'assurance maladie pour, vous expliquer un petit peu les droits en cas d'indemnité journalière. Vous avez été nombreux en tout cas à vous inscrire aujourd'hui, à poser des questions déjà en amont de ce chat. Donc ce webinaire devrait permettre de répondre à vos questions. N'hésitez pas, en tout cas, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions sur le fil de conversation. Donc c'est la petite bulle avec les traits. Vous pouvez poser vos questions d'ores et déjà. Nous avons des personnes donc qui sont destinées à répondre, sur le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions par ce biais-là. Par contre, pour ceux qui souhaitent, lever la main, parce que vous avez la possibilité, hein, c'est sur Teams, hein, il y a cette possibilité de lever la main. Il n'y aura pas de prise de parole des participants en direct. Les seules personnes qui vont, donc prendre la parole, c'est uniquement les intervenants, donc URSSAF et CPAM. Donc je vous invite à prendre la parole plutôt de manière écrite, donc en écrivant vos questions. Nous, conserverons donc un large temps d'échange, à l'issue des présentations, pour justement revenir sur le fil de conversation et répondre en direct aux questions. Parce que, voilà, même si vous aurez accès, via le chat, je vais essayer d'aller, balayer les questions et de les poser en direct. Le replay de ce webinaire sera accessible dans votre, vous allez recevoir une newsletter, sur vos adresses mail avec le lien pour accéder, à ce webinaire, au replay. Et il sera certainement hébergé aussi sur notre, chaîne YouTube URSSAF Aquitaine. Un questionnaire de satisfaction, enfin, vous aurez un QR code à flasher en fin de présentation, je vous le dirai un petit peu avant la fin. Je vous remercie par avance de, répondre à ce questionnaire de satisfaction, pour justement, voir sur quelle, autre thématique vous aimeriez qu'on vous parle et cetera. Mais en attendant, je commence la partie URSSAF. Donc comment on vous accompagne au niveau de l'arrêt de travail et cetera? Donc oui, en cas d'arrêt de travail, quand on est en micro-entreprise, par exemple, pour, voilà, la maladie, sachez que, l'arrêt de travail vous est versé, enfin, en tout cas, au niveau des prestations indemnités journalières, c'est versé sur un revenu, annuel moyen des 3 dernières années. Mais quand on est auto-entrepreneur, on parle de chiffre d'affaires, donc vous déclarez un chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement. Vous avez en tout cas toujours une obligation de déclarer votre chiffre d'affaires pendant votre arrêt de travail, parce que oui, quand on est auto-entrepreneur, des fois, le paiement en tout cas, de vos factures, il peut, avoir lieu pendant votre arrêt de travail. Si le travail était fait en amont de votre arrêt de travail, voilà, en fonction, de la facturation client et du paiement des clients, il peut arriver donc que vous déclariez du chiffre d'affaires pendant un arrêt de travail. Ce n'est pas, incohérent. Donc vous devez continuer à déclarer donc le chiffre d'affaires encaissé sur les mois et trimestres concernés. Le chiffre d'affaires encaissé doit correspondre donc à une vente ou une prestation de service que vous avez réalisée précédemment, hein, avant l'arrêt de travail. Donc là, on parle de chiffre d'affaires, il y a un revenu qui va être tiré de ce chiffre d'affaires et c'est sur ce revenu-là que la CPAM va vous calculer votre, indemnité journalière. Donc, pour avoir votre revenu, suivant le chiffre d'affaires que vous déclarez. C'est-à-dire que si vous êtes en activité de vente ou de fourniture de logements hors meublé, de tourisme, gîte rural, chambre d'hôte, c'est 50%. Vous avez 50% d'abattement pour les activités de prestation de services BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Je vais prendre l'exemple d'une coiffeuse, par exemple, qui va facturer une prestation coiffure, je ne sais pas, 100 €, elle a, un 100 € de chiffre d'affaires, c'est 50 €, de bénéfices finalement, de revenus tirés de ce chiffre d'affaires, pour exemple. 34% pour les activités de prestation de services BNC, c'est-à-dire bénéfices non commerciaux, donc plutôt pour les professions libérales, non réglementées et réglementées et les activités libérales. Et 50% pour les activités de location directe ou indirecte de logements meublés, de tourisme classé.
Donc, les infos d'aujourd'hui, je vois déjà des questions, mais c'est également pour les travailleurs indépendants classiques, hein, ne vous inquiétez pas, je vais en parler aussi. Donc là, pour les auto-entrepreneurs, en tout cas, vous avez le site auto-entrepreneur.ursaf.fr sur lequel vous pouvez avoir vos informations, retrouver comment déclarer et payer de façon sécurisée. Les calculs sont automatiques, donc vous êtes tous concernés par la dématérialisation, donc vous avez une obligation de faire vos déclarations et paiements en ligne. Vous recevez des alertes par mail pour ne pas oublier vos échéances et vous pouvez consulter en tout cas votre calendrier personnalisé, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez démarré l'activité, vous avez un petit delta pour commencer à devoir déclarer. On a près de 3 mois où on va pas vous demander de déclarer de suite, hein, puisqu'on va vous laisser le temps de prendre cette activité en main. Et vous aurez à déclarer donc vos chiffres d'affaires dès le début, le démarrage d'activité, hein, rétroactivement. Sur cet onglet en ligne aussi, vous avez des pavés où vous pouvez aussi, vous voyez, obtenir aussi des justificatifs à transmettre à France Travail pour ceux qui ont des allocations France Travail. Vous pouvez également télécharger vos attestations, des attestations de formation professionnelle, de vigilance, compte à jour si vous en avez besoin avec un prestataire. Et vous pouvez aussi, surtout, hein, échanger avec l'URSSAF et formuler des demandes. Par exemple, des demandes ACRE, de changement de périodicité. Alors, l'ACRE, c'est une exonération partielle des charges pour ceux qui sont en démarrage d'activité notamment. On continue. Là, on passe à l'appli mobile, hein. Donc, je vous ai montré un peu l'image de ce qu'on a sur tablette ou sur plutôt ordinateur. Mais là, pour tout ce qui va être smartphone, vous pouvez donc avoir en un coup d'œil, hein, le statut de votre compte auto-entrepreneur, la date d'ouverture de la prochaine échéance à déclarer, le nombre de déclarations à régulariser si vous n'avez pas régularisé les déclarations. Alors, pourquoi j'insiste sur ça? J'insiste sur vos déclarations parce que dans le cadre, hein, d'un arrêt de travail et d'indemnité journalière qui en découlerait, la CPAM en fait fait des demandes à l'URSSAF ou voit directement, il y a un lien, hein, avec l'URSSAF pour aller voir et aller chercher vos revenus. Donc, si vos déclarations ne sont pas à jour, malheureusement, vous pouvez ne pas être éligible aux indemnités journalières. Donc, c'est très, très important en cas d'arrêt maladie. Donc voilà, vous pouvez voir quand même pas mal de choses, même sur l'appli mobile. On peut continuer. Euh, Vous pouvez télécharger aussi les attestations de vigilance et de contribution à la formation professionnelle. Pas mal de vigilance. Alors, avant que la CPAM reprenne le relais, j'ai vu dans le chat qu'il y avait également donc des personnes qui sont travailleurs indépendants dits classiques. Donc, au même titre que les auto-entrepreneurs, hein, vous avez un revenu classique, hein, un revenu, vous êtes au réel, ou bien vous avez une rémunération si vous êtes en impôt sur les sociétés. Donc, à savoir que la CPAM va prendre les 3 dernières années de revenus classiques. Si vous n'avez pas un arriéré des 3 années, je vais laisser après la parole à Karine et Stéphanie pour vous expliquer ce qu'elles vont prendre en compte, ce que la CPAM prendra en compte pour le calcul de vos indemnités journalières. Il peut y avoir des proratisations, etc. Donc ça, ce n'est pas de mon ressort. Donc je vais laisser la parole à Karine et on reprendra un peu le fil de discussion toutes vos questions. Mais voilà, alors, ce qui est important au niveau de l'URSSAF, c'était surtout au niveau du statut d'auto-entrepreneur, vraiment, on a insisté sur votre statut pour dire attention, il faut vraiment déclarer le chiffre d'affaires, vu que vous déclarez mensuellement ou trimestriellement. Il faut le faire, il faut être à jour de ces déclarations, c'est très important dans le cas d'un arrêt de travail. Pour les autres, pour les travailleurs indépendants classiques, vous, c'est déclaré une fois par an en même temps que les impôts. Et généralement, vous faites vos déclarations. Les taxations d'office sont un peu plus rares du coup, puisque quand il y a taxation d'office, on vous appelle des cotisations un peu élevées. Donc du coup, vous faites appel, vous revenez nous voir rapidement pour mettre à jour justement les revenus. C'est très important, la mise à jour des revenus. Voilà, je vous laisse Karine, au plaisir de vous retrouver d'ailleurs, Karine et Stéphanie. Vous pouvez ouvrir vos micros. Bonjour. Super. On Alors, vous entend, c'est bon, vous pouvez y aller. d'accord, ok, ça marche. Bonjour, donc bienvenue à ce webinaire. On va vous présenter effectivement la partie CPAM. On peut aller du coup sur la slide suivante. Voilà. Alors, pour pouvoir bénéficier d'indemnités journalières, il y a 2 conditions. La première, d'abord, c'est que vous ayez des droits qui soient ouverts en tant que travailleur indépendant. Comme vous pouvez le voir, il peut y avoir plusieurs situations.
Le principe de base, c'est que pour avoir des droits ouverts en tant que travailleur indépendant, il faut avoir 12 mois d'affiliation continue en tant que créateur d'entreprise. Et seulement à l'issue de ces 12 mois, vos droits seront ouverts. Ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier d'indemnités journalières. Néanmoins, on imagine bien que pendant ces 12 mois, vous pouvez être dans des situations qui vont être complètement différentes. La première, c'est vous aviez une activité mais sans droit d'ouvert, vous allez créer votre entreprise. Par contre, vous aviez déjà travaillé au préalable sur des périodes antérieures et vous allez tomber malade sur cette période de 12 mois d'affiliation. Il est tout à fait possible qu'on aille voir d'autres périodes où vous aviez ouvert des droits pour potentiellement vous indemniser. La deuxième situation, c'est vous aviez une activité salariée, vous avez décidé de créer votre entreprise, de passer à autre chose, et du coup, vous allez aussi passer par la case France Travail qui va vous permettre de prendre le temps de construire votre projet. Et du coup, sur cette période-là, vous allez avoir un maintien de droit et vous allez aussi, à l'issue de cette période-là, créer votre entreprise. À partir du moment où c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez être dans ces 12 mois d'affiliation sur le temps de cette création d'entreprise, on pourra possiblement essayer de regarder vos droits antérieurs pour vous permettre de bénéficier d'indemnités journalières. Et après, il y a une autre situation qui va être, vous démarrez votre activité de travailleur indépendant, votre projet il est très clair, vous savez ce que vous voulez faire et vous allez l'enclencher tout de suite après votre activité salariée. Vous allez du coup être sur ce qu'on appelle une indemnisation du droit commun travailleur TS, c'est-à-dire que pendant ces 12 mois d'affiliation, vous avez une prolongation en fait de vos droits en tant que travailleur salarié. Et du coup, pendant que vous allez essayer d'ouvrir des droits sur votre statut de travailleur indépendant, vous allez pouvoir bénéficier de votre statut antérieur de salarié qui vous permettra également d'ouvrir des droits et donc de pouvoir percevoir des indemnités si vous tombez malade. On peut passer à la slide suivante qui va présenter du coup quelques exemples. Sur la slide, sur les quelques exemples que vous avez du coup derrière, ça illustre, hein, c'est-à-dire que par exemple, sur le principe de base pour remplir les 12 mois continus d'affiliation, vous avez créé votre entreprise au 1er janvier. Alors, on est allé relativement loin dans le passé, mais les chiffres sont toujours valables. Vous avez créé votre statut de travailleur indépendant au 1er janvier 2023. On est aujourd'hui au 1er juin 2024. Vous avez bien plus de 12 mois d'affiliation. Eh bien, il n'y a pas de souci. Alors, évidemment, ce qu'on ne vous souhaite jamais, bien sûr, mais si vous tombez malade, vous aurez la possibilité de percevoir des indemnités journalières. Il y a un deuxième exemple qui est, vous avez créé, donc c'est le principe du maintien des droits, vous avez créé votre entreprise toujours au 1er janvier 2023. On est au 1er mars 2024, vous avez bien plus de 12 mois d'affiliation et vous avez eu un maintien de droit qui va vous permettre du coup de percevoir aussi pendant votre arrêt de travail possiblement des indemnités. Je dis possiblement parce que le deuxième facteur qui va impacter, ça va être votre chiffre d'affaires. Vous avez sur la slide suivante d'autres exemples aussi. Alors, c'est d'autres exemples de différentes situations que vous pouvez rencontrer qui correspondent toutes à ce qu'on a évoqué dans la première slide. Là, vous aviez une absence de régime de travailleurs indépendants au moment de l'arrêt. Et comme vous pouvez le voir, vous étiez travailleur indépendant au 1er janvier 2023. Vous avez bien vos 12 mois d'affiliation, mais vous avez cessé votre activité de travailleur indépendant au 1er février 2024. Mais on va maintenir vos droits, ce qui veut dire que si vous tombez malade sur les 12 mois qui vont suivre, vous avez possiblement la possibilité de percevoir des indemnités journalières. Vous avez les deux autres exemples qui illustrent d'autres réalités dans lesquelles avec des dates qui vous permettent de mieux comprendre du coup la réalité du maintien des droits et des activités salariales. Le dernier exemple que je vais prendre, c'est vous cessez votre activité parce que justement vous êtes radié, parce que vous prenez votre retraite, ce qui est une très bonne nouvelle. Vous créez votre entreprise, vous aviez créé votre entreprise au 1er janvier 2023, vous aviez bien plus de 12 mois d'affiliation. Votre activité va cesser au 1er mai 2024 pour passage à la retraite. Et là, comme vous êtes passé à la retraite, quand vous êtes à la retraite, vous n'avez plus de droits puisque vous n'avez plus besoin de vous arrêter pour travailler. Donc là, en fait, à partir du moment où vous aurez cessé votre activité au 1er mai 2024, vous ne pourrez plus prétendre à un arrêt de travail.
On peut passer à la slide suivante. Alors, les indemnités journalières, il y a une situation qui peut être particulière, on le sait bien, c'est ce qu'on appelle la polyactivité. Ce qui veut dire, en d'autres termes, ça veut dire que vous êtes polyactif, mais vous avez plusieurs activités avec des statuts qui peuvent être différents. Vous avez démarré une activité de travailleur indépendant alors que vous étiez salarié et vous voulez faire de votre activité de travailleur indépendant votre activité principale. C'est une réalité qu'on rencontre souvent, hein. Vous testez, vous démarrez et comme ça, après, une fois que vous êtes lancé, vous basculez en travailleur indépendant. Quand vous regardez bien le schéma, au début, TS, vous êtes travailleur salarié. Attention, la condition d'ouverture, vous voyez bien, il faut plus de 12 mois d'affiliation, OK, et vous allez avoir une période pendant laquelle vous allez percevoir vous allez avoir une activité salariée et une activité de travailleur indépendant. Pendant ces 12 mois d'affiliation, c'est votre statut de salarié qui va prendre le dessus et qui va faire que si vous tombez malade, vous allez pouvoir percevoir une indemnité journalière. À partir du moment où vous allez être travailleur indépendant, plus de 12 mois d'affiliation et travailleur salarié, si vous tombez malade, ce sont les deux régimes qui vont vous permettre de bénéficier d'indemnités journalières avec des calculs spécifiques pour chaque régime. Et à partir du moment où votre activité de travailleur indépendant devient majoritaire et principale, eh bien là, c'est votre statut de travailleur salarié va disparaître et c'est bien le statut de travailleur indépendant qui prendra le dessus. On a une deuxième situation où vous développez une activité de travailleur indépendant, mais vous êtes toujours salarié. Vous avez démarré en tant que salarié, vous allez démarrer une activité de travailleur indépendant. Toujours la même réalité, il vous faut vos 12 mois d'affiliation. Et une fois que vous aurez eu vos 12 mois d'affiliation en tant que travailleur indépendant, à partir du moment où vous êtes toujours salarié, donc travailleur indépendant et travailleur salarié, eh bien vous allez percevoir de chaque côté des indemnités journalières qui seront calculées en fonction de chaque régime. Et la troisième réalité que vous pouvez rencontrer, c'est que vous reprenez une activité salariée après avoir eu une activité de travailleur indépendant. Alors, vous avez été travailleur indépendant, vous décidez de redevenir travailleur salarié. Vous allez avoir, alors tout dépendra effectivement de vos contrats de travail, mais supposons que vous reprenez une activité salariée à temps plein. Pour pouvoir percevoir des indemnités à temps plein, il faut avoir travaillé un mois complet avant de pouvoir toucher des indemnités journalières. Si sur votre premier mois de travail salarié, et alors que vous quittez votre activité de travailleur indépendant, possiblement, vous allez pouvoir percevoir des indemnités des deux côtés. Mais très vite, vous allez voir que votre statut de travailleur salarié va prendre le dessus et vous percevrez vos indemnités au titre du travail salarié. Ça, c'est vraiment pour les conditions d'ouverture de droit. C'est une spécificité sur les indemnités journalières, puisque pour pouvoir bénéficier d'indemnités journalières, il faut avoir nécessairement travaillé suffisamment, cotisé suffisamment pour ouvrir des droits. La deuxième condition pour avoir des indemnités journalières, ça va être votre chiffre d'affaires. Et là, on peut passer du coup à la slide suivante. Comment va se calculer votre indemnité journalière ? Dans la slide suivante, c'est possible? Ouais, super. Non, c'est encore après. Encore la slide qui suit. Voilà, super, merci. Comment va se calculer votre indemnité journalière? Il s'agit d'une moyenne, ce qu'on appelle un revenu d'activité annuel moyen, qui va être estimé sur une période de 3 ans. Comment ça se calcule? Eh bien, vous avez un RAM, ce revenu d'activité annuel moyen. Donc, c'est les revenus que vous aurez cotisés. On parle bien de revenus cotisés. On va remonter sur les 3 années qui précèdent. D'accord? On va diviser par 3 pour avoir un revenu annuel moyen. Et ensuite, on va diviser ce revenu annuel moyen par 730, puisque, comme vous le savez, le montant des indemnités journalières est 50% des revenus, d'où le fait de diviser par 730. 730, c'est 2 fois, c'est 2 ans, c'est 2 fois 365 jours. D'accord? On a un revenu annuel qui est estimé sur 3 ans. Alors,
pour des questions qui pourraient arriver, si ça fait qu'un an ou deux que vous avez démarré votre activité, on va proratiser en fonction de ce que vous aurez déclaré, puisque vous n'aurez pas encore 3 ans d'activité. Donc évidemment, on va proratiser jusqu'à avoir ces 3 ans d'activité qui nous permettront de calculer le RAM. Et après, attention, vous pouvez avoir ouvert des droits, mais si ce fameux RAM, revenu annuel d'activité, est inférieur à 10% de ce que l'on appelle le plafond annuel de la sécurité sociale, qui évolue tous les ans. Le montant cette année est de 4 383,20 €. Si votre revenu annuel moyen est en dessous de ce chiffre-là, alors vous aurez une indemnité journalière à 0. Cette notion est importante. Vous avez ouvert des droits, vous pouvez en bénéficier, mais vous n'avez pas suffisamment cotisé, ce qui veut dire que votre indemnité journalière sera à 0. D'où ce qu'expliquait la collègue avant, il est important de déclarer de façon très régulière vos chiffres d'affaires parce que ça peut avoir un impact sur ce fameux revenu annuel d'activité moyen. Si votre RAM est au-delà de ce 10% des plafonds annuels de la sécurité sociale, alors vous allez pouvoir percevoir une indemnité journalière qui va, elle aussi, être plafonnée. Autrement dit, vous allez percevoir une indemnité journalière qui sera au maximum de 64,52 € pour les auto-entrepreneurs ou de 193,56 € si vous êtes dans les professions libérales. Pardon, 64,52 € au maximum pour les artisans et les commerçants. Vous avez un petit résumé dans chaque tableau. Vous êtes artisan, commerçant, profession libérale non réglementée. Vous allez pouvoir percevoir entre 0 et 64,52 €. Et si vous êtes en profession libérale qui relève de la CIPAV, vous allez pouvoir percevoir entre 0 et 193,56 €. Est-ce que vous avez des questions ? Alors Karine, il y a pas mal de questions, oui, en effet, sur le fil de discussion. Bon, il y a eu des problèmes techniques, mais voilà, les collègues à la technique, en tout cas, tentent d'y répondre, notamment Eva a pas mal répondu. Donc, ça, je laisse la partie technique pour ceux qui ont eu des difficultés à accéder donc, aux slides notamment et au support de diffusion. Il y a eu des questions, oui, beaucoup de questions très personnelles quand même sur des cas perso. Donc, des personnes qui sont et en micro-entreprise, par exemple, et qui sont au CESU. Mais il me semble que Stéphanie a répondu, il y avait un minimum d'heures à faire en CESU à 150 heures. Voilà, donc la personne, elle en fait pas beaucoup depuis le temps qu'elle a commencé peut-être dans le CESU, ce qu'il faut, enfin voilà. Au niveau de la polyactivité, il y a eu une autre question sur une personne qui était aussi et auto-entrepreneur et dans la fonction publique. Donc voilà, est-ce que vous pouvez un peu préciser la polyactivité justement, c'est quoi vous allez prioriser quoi sur un arrêt de travail quand on est et auto-entrepreneur par exemple ou travailleur indépendant classique, en plus d'être salarié à côté? Alors en fait, pour le versant de travailleur indépendant, il faut simplement que l'assuré ait travaillé 12 mois et donc en fonction de ses revenus des 3 dernières années, on calculera une IJ. Alors si c'est récent, il se peut que l'IJ soit effectivement à 0 € et s'il a une autre activité à côté, donc là en l'occurrence pour la fonction publique, il devra se rapprocher de sa caisse de sécurité sociale spécifique en tant que fonctionnaire qui prendra en charge donc son arrêt maladie et s'il a atteint le nombre d'heures nécessaires pour être indemnisé, cette caisse-là le fera. Si c'est un travailleur salarié, donc là, ce sera aussi la CPAM qui le prendra en charge. Et du coup, il faudra que ce travailleur salarié, au moment de son arrêt de travail, ait fait au moins 150 heures dans les 3 derniers mois. Et à ce moment-là, il sera aussi indemnisé par rapport à cette activité-là. Et dernière petite info, si au moment de son arrêt de travail, donc il a ses 12 mois versant TI, versant travailleur indépendant, donc on l'indemnise, mais il est aussi au chômage indemnisé, on pourra aussi l'indemniser en prenant en compte ses salaires avant son inscription à Pôle emploi.
Voilà, donc ça, il faut le retenir quand même, hein. Il peut y avoir une indemnisation en fonction des salaires. Donc, il y a eu des questions sur le revenu annuel moyen, donc le Oui, RAM. Donc là oui, où donc vous avez vu, Karine vous a expliqué qu'en fonction, le RAM, c'est la loi de finances, hein, qui dicte à combien est le minimum en fait à faire pour ouvrir droit aux indemnités journalières. Il y a beaucoup de questions sur le fil de conversation, notamment de personnes qui sont en micro-entreprise, auto-entrepreneurs. Donc, on parle bien chiffre d'affaires, moins l'abattement. Oui, je vous rejoins. oui, L'abattement pour les professions libérales non réglementées ou réglementées, c'est bien 34%. Si je prends cet exemple, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, moins 34%, donc c'est moins 3 400 euros, ça fait bien 7 600 euros de revenus. Donc tout oui, à c'est fait. ce revenu-là, il est supérieur au RAM. Il est supérieur aux 4 Exactement. 300 et quelques euros du RAM. Si on prend cet exemple, voilà. Et on est d'accord, On Karine, est d'accord. Stéphanie? Exactement. Oui, Donc là, on aura pris cet exactement ça. exemple-là parce qu'il a été beaucoup demandé. Je vois que dans le fil de conversation, hein, pour les participants, je vous invite à regarder. On a Essadia, hein, notre chatter à côté URSAF, qui vous a mis en ligne sur le fil de conversation vraiment les abattements forfaitaires qui sont appliqués en fonction de vos activités respectives, qu'on soit en vente, prestation ou en BNC. Prestation BIC, 50%. Voilà, tout ça, ça va être tout ce qui va être activité artisanale, commerciale. Et 71%, c'est vraiment quand on a purement une activité de vente. Voilà pour les auto-entrepreneurs. Pour les auto-entrepreneurs, je vois qu'il y a encore des questions sur la prise en charge maladie, frais d'hospitalisation, etc. Est-ce qu'on peut juste Alors, rebaliser ça en expliquant que ils ont il des faut, droits ouais. ils ont des En droits, fait, voilà. Je c'est vous ça. laisse En fait, expliquer ça. alors voilà, il faut différencier le fait de je suis une personne vivant en France et du coup, je peux ouvrir dès que je vis en France et dès que je travaille, dès que j'ai une heure d'activité, je peux ouvrir des droits sur des remboursements de santé généraux. Je vais chez le médecin traitant, je me suis cassé un bras parce que je marchais dans la rue et je suis hospitalisée, j'ai une grippe, voilà. Toutes ces réalités-là font que vous allez bénéficier de ce qu'on appelle la PUMA, la protection universelle maladie, que vous pouvez obtenir, que tout à chacun peut obtenir à partir du moment où j'ai une heure d'activité ou que je réside en France depuis plus de 3 mois de façon stable et régulière. D'accord? S'ajoute à ça, pour pouvoir bénéficier d'un remboursement complet, ce que l'on appelle la complémentaire santé. Si vous avez des revenus qui sont relativement faibles au début de votre activité, je vous invite vivement à aller sur Amélie et à regarder. Il y a des seuils qu'il faut atteindre pour pouvoir bénéficier de cette complémentaire santé et qui, du coup, vous permet d'avoir ce qu'on appelle une mutuelle, hein, mais qui, du coup, vous permet d'avoir une complémentaire santé vraiment pas chère pour avoir un remboursement complet. Et ça, c'est effectivement à différencier de l'arrêt maladie. L'arrêt maladie, il est lié au fait que j'ai une activité, qu'elle soit salariée ou qu'elle soit de travailleur indépendant. Je reprends l'exemple de la grippe. Je suis malade, je vais chez le médecin estime que je ne suis pas capable de travailler, il va me mettre en arrêt pour 8 jours. Le remboursement du médecin, c'est vos droits de base. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous allez être pris en charge. Par contre, vous êtes en arrêt pendant 8 jours, c'est là que va rentrer, est-ce que j'ai ouvert des droits, ce qu'on vient de vous expliquer, et donc soit je suis travailleur indépendant et donc il faut que j'ai cotisé pendant ces fameux 12 mois, il faut que je déclare mon chiffre d'affaires pour qu'on puisse calculer le montant de l'indemnité journalière, soit je suis travailleur salarié, pareil, c'est un certain nombre d'heures sur une durée, et je vais pouvoir percevoir des indemnités journalières. C'est vraiment deux choses qui sont indifférenciées, mais l'exemple de la grippe est un bon exemple. D'un côté, mes droits de base vont faire que mon médecin va être remboursé et que je ne vais pas avoir à sortir d'argent. Et de l'autre côté, je vais aussi pouvoir me soigner, m'arrêter et percevoir un revenu qui va venir compléter le fait que je ne puisse pas travailler. Voilà. Donc, c'est un peu plus clair à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut garder aussi, je pense, en conseil, c'est se dire, du coup, vous payez des cotisations à l'URSSAF en fonction du chiffre d'affaires ou en fonction des revenus si on est travailleur indépendant classique. Il y a de l'indemnité journalière dans le forfait, à savoir que vous allez avoir un montant d'indemnité journalière qu'on ne peut pas vous donner aujourd'hui, parce que ça, c'est un calcul propre à chaque revenu. Chaque revenu est différent. J'ai vu dans le fil de conversation qu'une personne sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure voulait que j'aille jusqu'au bout de l'exemple. Bon, c'est pas
ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, vous pouvez même aller regarder sur le site amélie.fr. Bon, je vous invite à faire ça, vraiment pour vous faire votre propre simulation et la calculette. C'est disponible quand vous allez sur le site amélie.fr. Je vous conseille de faire ça. Alors, il y a une personne qui n'a pas compris la division du revenu annuel. Oui, voilà, c'était ça, exactement. Alors, donc, on parlait, pour finir l'exemple du BNC, de l'auto-entrepreneur qui a un BNC avec 10 000 euros de chiffre d'affaires. Il a cet abattement de 34%. Voilà, et voilà, il disait, est-ce qu'on multiplie bien ce revenu du coup par 730 et non pas par 360? Bon, alors, moi, ça, c'est très technique, donc je vous laisse répondre si vous voulez y répondre, mais voilà, je vous l'invite à aller voir. Alors, en fait, par principe, de façon générale, quand il y a un versement d'indemnité journalière, c'est toujours 50% du montant brut du salaire. D'accord? Il faut partir de ce raisonnement-là. 50% du montant brut du salaire. Ça, on parle de salaire quand on est sur un travailleur salarié. Quand on va être sur un travailleur indépendant, on va parler de revenu d'activité annuel moyen. Ce revenu d'activité annuel moyen, ce qu'on essayait de vous expliquer, effectivement, je ne vous cache pas que c'est assez technique, ce revenu annuel moyen est une moyenne qui est faite sur les 3 années précédentes. D'où le fait d'avoir un chiffre qu'on appelle revenu annuel moyen. Mais en fait, c'est une moyenne. On va regarder vos 3 dernières années et on fait une moyenne. Et après, on applique le principe du travailleur salarié, 50% du brut. Donc, sur cette moyenne, pour pouvoir être à 50% du brut, on va forcément diviser par l'équivalent de 2 années d'activité. Ce qui veut bien dire 365 jours multipliés par 2, ce qui fait 730 jours. Donc, on va bien diviser cette moyenne par 730 pour avoir l'indemnité journalière qui va correspondre à 50% du brut, si vous préférez. Voilà, est-ce que c'est plus clair comme ça? J'ai l'impression que ça répond aux questions, parce que c'est ce qu'il y a dit dans le fil de conversation. Mais en tout cas, voilà, oui, c'est ce qui est dit dans le fil de conversation. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que voilà, en cas d'indemnité journalière, quand on a des revenus qui ne sont pas, parce que vous avez vu qu'après abattement, votre revenu, forcément, il chute. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien d'avoir une prévoyance, une complémentaire. Et puis, suivant des activités, on vous conseille fortement d'avoir une prévoyance santé pour tout ce qui va être accident du travail notamment, voilà, pour lequel vous n'êtes pas couvert les travailleurs indépendants. Donc, voilà, vous serez pris, mais en tant que carré de travail classique. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Donc, voilà, elle a parlé tout à l'heure, Karine, de la C2S, la complémentaire santé solidaire. Donc, si vous y êtes éligible, il ne faut pas hésiter donc, à aller regarder sur le site amélie.fr si vous pouvez y être éligible. C'est en fonction des revenus du foyer. Mais si vous n'y êtes pas éligible, il faut aller faire des devis sur plusieurs assurances ou autres mutuelles. Ça vaut quand même le coup de faire ça pour son activité. Et voilà, c'est très, très important parce que j'accompagne des travailleurs indépendants depuis voilà, très, très longtemps. Et pour avoir vu des situations complexes, c'est vrai que c'est bien d'avoir une prévoyance qui va faire le complément d'indemnité journalière, par exemple, quand on est malade. Exactement. Si la CPAM vous verse, par exemple, 21 euros journaliers, ça ne fait pas beaucoup multiplié par 30 jours ou 31 jours. Donc, avoir un petit complément en prévoyance, c'est quand même pas mal. Donc, n'hésitez pas. En fait, le complément en prévoyance, c'est l'équivalent, ça pourrait être l'équivalent des conventions qui peuvent exister sur le statut salarié. Quand vous êtes salarié et que vous avez ce qu'on appelle un maintien de salaire et que votre employeur, du coup, vient compléter, c'est vrai que pour nous, c'est transparent et du coup, on a l'impression de toucher la totalité de notre salaire. Eh ben, l'assurance qui est à côté sur le travailleur indépendant, c'est un peu le parallèle des conventions qui peuvent exister quand vous êtes sur un statut salarié. Par contre, effectivement, comme le dit Fouzia, c'est vraiment à votre initiative et c'est à vous de vous renseigner là-dessus. Je réinsiste aussi sur le fait de l'accident du travail qui n'est effectivement pas pris en charge et qui ne fait pas partie des cotisations. Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on démarre son activité parce qu'on le sait bien, hein, et vous avez entièrement raison, le but du jeu, c'est de rendre son activité pérenne et donc de développer son activité, mais ça peut avoir des conséquences à moyen long terme sur votre santé. Donc, c'est vraiment important d'y penser dès le début.
C'est ça. Il y a une autre question qui est tombée ou qui a intéressé plusieurs participants, mais Stéphanie a répondu dans le fil de conversation. C'était si je perçois le chômage, on en a beaucoup parmi vous qui perçoivent et le chômage et qui sont aussi auto-entrepreneurs. En cas d'arrêt de travail, on envoie son arrêt à la CPAM de toute façon, même au titre du chômage de France Travail, vous êtes couvert par votre CPAM. Voilà, Exactement. voilà, juste pour refaire le point là-dessus. On a une personne qui s'est, voilà, on a dans le fil de conversation une personne qui a dit qu'elle était assez désemparée par rapport à l'administration, que là, les infos qu'on donne aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations et que en plus, chacun y va aussi, ce qui est normal, de ses propres particularités. Donc oui, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de cas possibles, notamment en arrêt maladie. Donc chaque cas est très personnel. Donc là, on vous invite vraiment, si vous vous sentez en difficulté, il y a quand même des mesures d'accompagnement des travailleurs indépendants. On se bat pour que ce soit en URSSAF, que ce soit en caisse primaire. Donc n'hésitez pas, vous avez vos comptes en ligne, de nous faire des messages. Vous pouvez nous contacter via nos numéros courts que je vais donner en fin de présentation aussi. Donc voilà, vraiment, si vous avez des situations personnelles complexes, donc il existe aussi des leviers qu'on peut mettre en place, de l'action sociale dans nos caisses. Donc voilà, si vous vous sentez désemparé, n'hésitez pas, parce qu'il y a des personnes voilà, prédisposées à vous accompagner. Nous, on est là aussi. Donc voilà, j'ai vu que mes collègues avaient fait le retour en disant n'hésitez pas à poser des questions plus précises pour que nous, en tant qu'expertes, on puisse y répondre. Mais si vraiment c'était très personnel, n'hésitez pas à faire un retour vers nos caisses en direct. On prendra en compte, bien sûr, votre demande. S'il y a une chose qu'il faut vraiment retenir, c'est que si vous tombez malade, vous avez des droits. Et votre arrêt, il doit nous être envoyé. Envoyez-le parce que de toute façon, quand bien même vous avez des indemnités à zéro, ce qui est regrettable, je suis d'accord avec vous, derrière, le simple fait d'avoir envoyé un arrêt signifie quelque chose et du coup peut faire démarrer un accompagnement. Donc, voilà, vous avez des droits. Surtout, retenez ça, vous avez des droits. Voilà, vous avez des droits. Il y a quelqu'un qui dit voilà, malgré les faibles revenus, vous nous conseillez vous de prendre une complémentaire. Je suis sous la mutuelle vitale de ma femme. Alors, est-ce que vous êtes sous la carte vitale de votre femme ou est-ce que vous avez la mutuelle de votre femme? Est-ce que c'est plutôt le volet complémentaire? Parce que si vous avez des faibles revenus, bon, de toute façon, c'est les revenus du foyer, peut-être préciser, parce que c'est les revenus du foyer, on peut avoir peut-être droit du coup à la complémentaire santé solidaire, vous allez payer, le reste à charge va être quand même faible, puisque c'est négocié. Mais on n'a pas la si vous bénéficiez de la complémentaire santé solidaire, c'est ce qu'on appelle des paniers de soins. Et tous les professionnels de santé se doivent d'appliquer ces paniers de soins, ce qui permet justement de ne pas avoir de reste à charge. On parle bien de paniers de soins, ça veut dire que c'est des soins qui sont pris en charge par la sécurité sociale, par l'assurance maladie. Si effectivement il y a des soins qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, alors possiblement il peut y avoir des restes à charge. Mais néanmoins, il existe déjà un panel de paniers de soins qui sont suffisamment importants pour faire en sorte de pouvoir se soigner. Il faut faire la différence entre ma complémentaire santé, ma mutuelle, et le fait d'avoir une assurance privée qui va venir compenser potentiellement, par exemple, un manque d'indemnité journalière. La mutuelle, elle va venir pour aider, je reprends l'exemple du médecin traitant, pour aller chez votre médecin traitant. Aujourd'hui, chez un médecin traitant, je vais garder l'exemple de 25 € parce que c'est plus facile, même si c'est 26,50 €. C'est 26,50 € aujourd'hui. Vous allez chez votre médecin traitant, vous allez avoir une partie qui va être remboursée par l'assurance maladie et vous allez avoir une partie qui est remboursée par la complémentaire santé. La partie remboursée par la complémentaire santé, c'est 7 €. Alors, ça peut ne pas paraître beaucoup. Néanmoins, ça peut déjà commencer à impacter des budgets. Des médicaments. Si vous avez des médicaments que vous devez aller chercher, si vous êtes hospitalisé, il y a forcément des remboursements que vous ne pourrez avoir qu'avec le biais de votre complémentaire santé. Et si vous êtes sous la complémentaire santé de votre femme, restez sous la complémentaire santé de votre femme. Si potentiellement vous avez des revenus qui ont baissé, n'hésitez pas à aller sur Amélie, n'hésitez pas à regarder effectivement, il y a la possibilité d'avoir un simulateur pour savoir si vous pouvez bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Voilà. Et si vous avez vraiment des difficultés, n'hésitez pas à appeler le 3646 et à demander à être accompagné. On a un service spécifique pour ça qui s'appelle la mission accompagnement santé qui peut vous aider
si vous êtes un peu perdu dans notre système de santé, pour vous aider justement à avoir un médecin traitant, à avoir une complémentaire santé, à vous aider dans vos soins si vous avez des difficultés pour trouver des soins divers et variés. Voilà, c'est l'intérêt de ce webinaire-là. Ben, c'est vraiment aussi de vous sensibiliser en vous disant, ben, voilà, les travailleurs indépendants, vous n'êtes pas oubliés. Dans nos caisses, on met en place en plus des actions de prévention. On met en place aussi des actions d'aide, d'accompagnement. Donc voilà, la MAS, par exemple, le service que tu as évoqué, Karine, il est hyper important parce qu'il va vous permettre de vous orienter, même de vous trouver un médecin s'il n'y a aucun médecin qui veut vous prendre. Donc c'est vrai que la CPAM, là, elle sort les bras et elle peut vous trouver un médecin plus facilement. Voilà, je l'ai vu sur pas mal de dossiers, par exemple ici en Lot-et-Garonne. Donc vous voyez que ça existe sur tous les sites, donc n'hésitez pas. Alors, on a reposé des questions sur l'accident de travail. Vous vouliez revenir dessus. Il n'y a pas de question précise. L'accident de travail, si on doit revenir dessus, c'est vraiment vous dire qu'en tant que travailleur indépendant, l'accident de travail n'existe pas en tant que tel. Vous n'êtes pas couvert pour ce risque accident de travail. Voilà. Si vous avez un accident de travail alors que vous êtes salarié, là, ça sera pris en compte en qualité d'accident de travail. Alors qu'en tant que travailleur indépendant, on va le prendre en compte, mais en arrêt de travail, en appliquant le delta, enfin les jours de carence, etc. Donc, ce n'est pas la même prise en charge qu'un accident de travail classique. Voilà, si je dois dire quelque chose par rapport à ça. Vous mettez alors l'employeur, oui, c'est revenu ça sur les arrêts de travail en tant que travailleur indépendant. Si vous êtes au chômage, être au chômage, c'est pas l'activité principale. Votre activité principale, c'est bien être travailleur indépendant, même si vous déclarez un faible revenu ou chiffre d'affaires. Donc, quand on est son propre employeur, vu que vous serez identifié, vous savez, dans l'arrêt de travail, il y a marqué salarié ou travailleur indépendant, là, vous marquerez travailleur indépendant. Vous cocherez travailleur indépendant. Et de toute façon, vous serez identifié sur vos caisses en qualité de travailleur indépendant. Est-ce que vous confirmez ce que j'ai dit, les filles? Oui, c'est ça. Après, même si vous ne le remplissez pas du tout, la partie employeur, ce n'est pas un souci, puisque de toute façon, quand on reçoit l'avis de travail, vous êtes identifié par votre numéro de sécurité sociale et nous, on a les informations de votre activité et vous êtes reconnu directement en tant que travailleur indépendant. Donc, ce n'est pas un souci. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bon, ça revient un petit peu sur les calculs, mais après, c'est vrai que ça brouille un peu le message qu'on veut donner aujourd'hui, par combien de nombre de jours, les IJ, le revenu annuel moyen. Donc, ça, on vous laisse vraiment, je pense qu'il faut aussi prendre le temps de se pencher sur le chiffre d'affaires que j'ai. Moi, est-ce que je suis en prestation BIC, BNC? Est-ce que je suis en vente? Je fais l'abattement. On vous a donné ces éléments-là. Vous avez un revenu sur les 3 dernières années ou bien pas, mais là, c'est proratisé aussi, ce que disait Karine. Exactement. À savoir que de toute façon, vous aurez un calcul de fait avec une notification par la CPAM qui vous dira vous avez tant au niveau des droits d'indemnité journalière. Après, je comprends qu'on veuille savoir un peu avant, mais voilà, retenez ça en tout cas. Vous pouvez aller sur les sites officiels, donc amélie.fr et chez nous ursaf.fr ou bien auto-entrepreneur.ursaf.fr pour regarder un petit peu ça. Je regarde encore parce qu'on a encore un petit peu de temps avant que je passe à nos coordonnées et au questionnaire de satisfaction. Merci à l'utilisateur inconnu qui visiblement comprend un peu mieux. Oui, mais tant mieux. Peu à peu, ça s'éclaircit, mais tant mieux pour vous parce qu'on comprend bien que c'est assez complexe. En plus, chaque cas est particulier. On parle de les indemnités journalières. Alors déjà que on tombe malade, c'est déjà pas une période qui va être très évidente pour le travailleur indépendant. C'est vrai que il y a. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur les jours de carence, le nombre de jours de carence, par exemple, Karine, des travailleurs indépendants? Comment ça se passe quand ils posent? Donc, un peu le schmilblick de je tombe malade, je vais chez le médecin, parce qu'on a une personne qui a demandé qui a été hospitalisée et qui n'a pas pensé à demander un arrêt de travail, donc qui n'a sûrement pas travaillé après l'hospitalisation et pendant l'hospitalisation, donc elle n'a certainement pas envoyé son bulletin d'hospi, ni demandé un arrêt de travail. Elle parlait de est-ce que c'est rétroactif? Je vous laisse répondre, je connais la réponse, mais je vous laisse répondre et reprendre un peu le parcours de quand on tombe malade, qu'est-ce qu'on doit faire, sous combien de temps, etc. Je vous laisse répondre à cette question. Alors, j'avais répondu, il me semble, mais je vais oui, comme ça, tout le monde l'aura. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Normalement, quand vous avez un avis d'arrêt de travail, c'est écrit noir sur blanc sur le document. Vous avez 48 heures, en fait, pour l'adresser à l'assurance maladie.
Alors bien sûr, il y a une tolérance. La première fois, vous pouvez nous l'envoyer jusqu'à même 2 ans et un trimestre en arrière. Donc pour votre problème, là, si vous venez de sortir d'hospitalisation, et en plus, c'est encore bien compréhensible que quand on sort d'hôpital, si on n'a personne pour transmettre les documents, évidemment qu'on va tolérer cela. Par contre, s'il s'agit d'un avis d'arrêt de travail classique, vous allez recevoir un petit avertissement. La première fois, vous allez nous l'envoyer en retard. La première fois, si vous nous l'envoyez qu'au bout d'une semaine, on va vous faire un petit courrier en disant attention, la prochaine fois, il faudra bien l'envoyer dans les temps. Et si vous récidivez, entre guillemets, si vous nous envoyez un petit peu plus tard, dans les 2 ans qui suivent, un nouvel arrêt au-delà du délai légal, et bien là, vous pourriez être pénalisé sur le montant de vos indemnités journalières et jusqu'à 50%, voire 100% de la valeur de l'indemnité journalière. Donc, il faut vraiment essayer de respecter au maximum les délais. Par contre, voilà, pour l'hospitalisation, c'est vraiment une exception. Si vous êtes hospitalisé pendant 3 mois et que vous nous envoyez le bulletin d'hospitalisation qu'à la sortie de votre hospitalisation, on ne vous enverra même pas le document d'avertissement. Donc, c'est vraiment une exception. Et sinon, après, pour tout autre document que vous voulez adresser à l'assurance maladie, vous avez jusqu'à 2 ans et un trimestre pour nous les transmettre. Et on étudiera toujours votre dossier. Ouais, tout à fait, merci. On a, un participant, qui lève la main. Je vous propose plutôt de comme je l'ai dit en début, peut-être que vous n'étiez pas là, mais en début de présentation, j'ai dit qu'on ne pouvait pas faire intervenir directement les participants en ouvrant vos micros. Donc on vous laisse poser votre question sur le fil de discussion. Donc n'hésitez pas, alors le nom, je crois que c'est Chitapan, donc voilà, n'hésitez pas à Chitapon à fond. Donc vous pouvez, poser votre question dans le fil de discussion. Alors, attends, Heu, Kezia, juste, excuse-moi, je me permets de te oui, couper. bien sûr. Il y a une réaction sur une personne qui dit qu'elle est en ALD Oui, depuis 2022, qu'il y a une EI qui a été créée en août 2024 et que, à ce jour, donc, elle n'est plus salariée et que l'EI n'a pas encore de chiffre d'affaires. Comment ça se passe pour la prise en charge et les JSS? Merci pour cette explication parce qu'il y a une vraie différence entre l'ALD et l'IJSS. Votre ALD, elle est liée à ce qu'on appelle les droits de base. Si vous êtes en affection longue durée et que le dossier a été monté et que vous êtes accompagné, que vous êtes toujours en affection longue durée, il n'y aura aucune rupture de droit sur votre prise en charge à 100% pour votre ALD. Ça n'est pas du tout lié au fait de votre activité salariée. Par contre, si vous êtes malade, que ça n'est pas lié à votre affection longue durée, si vous êtes malade et que du coup vous devez vous arrêter, là, on va effectivement aller regarder votre chiffre d'affaires. Si vous n'en avez toujours pas, je suis désolée pour vous, mais effectivement, il est possible que vous ayez une indemnité journalière à 0. Il faut vraiment différencier. Votre affection longue durée, c'est votre maladie pour laquelle vous êtes accompagné, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez été déclaré, vous êtes reconnu comme étant en affection longue durée, vous avez une prise en charge à 100% sur votre affection longue durée pour tout ce qui concerne vos soins sur l'affection longue durée. Et ça ne s'arrêtera que le jour où un médecin aura acté que vous n'êtes plus en affection longue durée. Mais c'est tout. Ça n'est pas du tout lié au fait d'avoir une activité, qu'elle soit salariée ou indépendante. oui. Merci, du coup, ça précise, merci pour la question sur la LD, ça précise un peu. Il y a eu des réactions aussi par rapport à l'accident de travail. Donc oui, le participant qui a levé la main, donc a finalisé sa question sur le fil de discussion, c'est bah oui, on peut avoir un accident de trajet, en allant chez un Oui, client. Oui, en effet, hein, ça fait bien sûr. partie des risques, hein. Comme je l'ai dit, hein, ça ne sera pas si vous avez un arrêt de travail à l'issue de cet accident, bah, vous n'aurez pas ça ne sera pas considéré comme un accident de trajet, hein. Donc là, il y a Essa Adia, donc notre chatter, qui vous a envoyé un lien pour regarder comment on peut être adhérent volontaire de l'accident de travail. Oui, Donc il y a une adhésion qui peut se faire, mais qui a un oui. coût. Voilà, ce n'est pas gratuit. J'ai vu qu'il y avait des questions, ça a un coût. Je ne peux Alors, pas vous dire le coût, et mais non, voilà, si vous avez plus de alors précisions, en fait, ça Karine, dépend, mais ouais. Ça voilà. dépend de votre activité, effectivement, parce que du coup, le montant de la cotisation varie selon votre activité. Par contre, il faut vraiment comprendre cette réalité-là. Quand vous êtes travailleur indépendant, vous êtes votre propre patron. À partir du moment où vous êtes votre propre patron, vous êtes, entre guillemets, censé assurer votre propre sécurité. Une personne qui va être salariée, c'est son employeur qui a la responsabilité d'assurer la sécurité de l'employé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'employeur qui cotise pour possiblement un accident du travail pour son employé. À partir du moment où vous êtes travailleur indépendant,
ça veut dire que vous devenez votre propre patron. Vous êtes un patron qui va devoir cotiser, y compris pour vous-même. C'est pour ça que le risque accident du travail n'est pas automatique quand vous êtes travailleur indépendant, parce que c'est une souscription volontaire de votre part. C'est vraiment là qu'il faut comprendre. S'il y a une différence entre travailleur et indépendant et salarié, c'est bien celle-ci. À partir du moment où vous décidez de construire votre activité, vous êtes aussi responsable de la sécurité que vous allez avoir pour votre sécurité. Et après, c'est pour ça qu'on parle d'assurance. Parce que du coup, ça veut dire que vous allez vous protéger comme vous achetez une voiture, vous allez prendre une assurance parce que le risque zéro n'existe pas, que possiblement vous pouvez en avoir un. Mais c'est exactement la même chose pour la réalité de votre activité de travailleur indépendant. Mais là, pour le coup, c'est bien à vous d'être volontairement assuré contre ce risque-là, puisque vous êtes censé à la base faire tout ce qu'il faut pour vous protéger. C'est bien pour ça qu'on parle d'assurance et qu'on n'est plus dans un phénomène de cotisation comme l'indemnité journalière. C'est ça. Merci pour ces précisions. Il y avait une question, oui, en effet, qui parle ALD. Donc, ALD, c'est ce qu'on appelle l'ALD, c'est quoi? C'est une affection longue durée. Donc, ça, vous êtes reconnu par le médecin qui vous suit pour une pathologie bien spécifique. Et là, vous êtes déclaré en ALD et il y a une prise en charge à 100% de médicaments, etc. Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà ce que c'est que d'être en ALD. Donc, on a des personnes qui sont en affection longue durée. Oui, on parle de la prévoyance. C'est ça. Il y a une personne qui dit « Je suis en retraite invalidité à 45 ans, donc je perçois une pension d'invalidité et il est auto-entrepreneur. » Comment ça se passe quand on est en invalidité et aussi auto-entrepreneur? Un arrêt de travail, est-ce que c'est possible quand il y a déjà une pension d'invalidité? Alors, tout dépend en fait si la pension d'invalidité, elle a été octroyée par rapport à une activité de travailleur indépendant. Donc, si la personne, quand on lui a donné sa pension d'invalidité, c'était suite à cette activité de travailleur indépendant, à ce moment-là, au niveau de l'URSSAF, il est exonéré de la cotisation maladie. Et donc, du coup, il n'a plus droit à être indemnisé par l'assurance maladie, en fait, puisqu'il ne cotise pas, donc il n'y a pas d'arrêt. Par contre, si cette pension d'invalidité, elle a été octroyée par rapport à une activité salariée, ben là, aujourd'hui, s'il nous envoie un arrêt de travail par rapport à son auto-entreprise, on prendra en charge cet arrêt maladie. Ok. Non, voilà, il précise que oui, il était fonctionnaire. Voilà. Donc c'était salarié, donc il n'y aura pas de souci. L'arrêt de travail sera pris en compte puisque ce n'est pas un arrêt il ne l'a pas été en invalidité en tant que travailleur indépendant. Voilà. C'est ça, exactement. D'accord. Tout à fait. Ok. D'accord. Donc, est-ce que vous parlez de la prévoyance? Alors, je ne sais pas dans quel contexte vous avez posé cette question. C'est quand j'expliquais le principe de l'assurance. Donc oui, effectivement, on parlait de la prévoyance. D'accord. Voilà. Donc là, on a fait quand même pas mal le tour des questions. Voilà, on a répondu quand même à pas mal de questions. Vous avez sur notre écran le questionnaire de satisfaction qu'on a poussé un petit peu pendant les réponses de la CPAM parce que il y avait pas mal de demandes de départ aussi, des personnes qui ont dû partir. On est sur la pause déjeuner, donc on comprend, il n'y a aucun souci. Il y a encore une dernière question. Oui, impact sur l'âge et la pension d'invalidité. Mais vous parlez de quoi? L'impact de quoi? De l'arrêt de travail? Quand il y a un arrêt de travail, est-ce qu'on y a un impact avec les indemnités journalières sur l'âge? Au niveau de la CAF, il n'y a pas la CAF avec nous aujourd'hui, mais l'âge, il me semble que c'est calculé aussi sur les revenus. Il y a aussi un impact revenu. Donc, s'il y a des indemnités journalières, je ne sais pas. Karine, peut-être que vous en savez plus. Je ne sais pas. Là, il faudrait voir pour la H, donc il n'y a pas la CAF, la caisse d'allocation familiale. Donc, je vous invite à voir peut-être à poser la question avec la CAF. Ouais. Voilà. Par contre, pour la pension d'invalidité, oui, les indemnités journalières doivent être déclarées au service invalidité de la CPAM, tout à fait. Voilà. Donc, au niveau invalidité, voilà, pour la pension, il faudra déclarer les indemnités journalières. Voilà. Le service invalidité vous envoie une déclaration sur l'honneur au trimestre ou à l'année et il faudra les déclarer à ce moment-là. Super, merci Karine. Bon, on aura au moins eu cette précision sur l'invalidité puisque ça dépend bien de la CPAM. Donc oui, vous aurez, on va remettre la slide des contacts en effet. Merci pour le rappel Corinne. Donc l'URSSAF, on est au 36 98 pour le numéro court pour nous appeler et vous avez donc vos espaces en ligne avec l'onglet messagerie, vous pouvez nous faire un message et en plus choisir le motif. Donc sur auto-entrepreneur.ursaf.fr ou bien sur l'appli, sur mobile. Et vous avez ursaf.fr pour tous ceux qui sont en travailleur indépendant classique.
C'est pas le même site. La CPAM, c'est un seul site, amélie.fr. Je m'en sers régulièrement, je trouve que c'est très bien fait. Au niveau des travailleurs indépendants, notamment, vous avez un onglet, vous avez plein d'infos pour les travailleurs indépendants. Alors moi, avec ma casquette de responsable d'un pôle de travailleurs indépendants, ça m'aide beaucoup quand on a des questions des usagers. Donc j'aide l'équipe aussi comme ça. Donc vous voyez, parce qu'on a des infos qui sont officielles aussi. Donc moi, j'aime bien aller sur les sites officiels, donc je vous conseille d'aller dessus. Et justement, pour ceux qui ont vraiment envie de faire le calcul, posez-vous et faites le calcul. Il y aura un replay, oui, vous l'aurez via vos adresses mail. Vous allez récupérer le replay pour ceux, en tout cas, qui sont arrivés un peu après, ceux pour qui c'était brouillon au démarrage et qui peut-être maintenant, avec le fil de questions-réponses, on a un peu éclairci la situation, peut-être de le revoir à tête reposée, ça ira mieux. Voilà. Et du coup, on va passer à la fin de ce webinaire. Donc, je vais conclure en remerciant déjà vous, tous les participants. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées. C'était riche, dense, mais ça a permis d'apporter des exemples. Voilà. Karine, Stéphanie, est-ce que vous avez un petit mot aussi pour la fin? Merci à vous. Non, franchement, n'hésitez pas à poser vos questions. Effectivement, ça peut paraître complexe, mais voilà, il faut le temps de découvrir et c'est très bien. C'est ça. Merci. Voilà, il y aura d'autres webinaires, il y en aura un sur la maternité, la paternité. Donc, je retrouverai Karine et Stéphanie peut-être en fin d'année. N'hésitez pas à aller sur le site URSSAF Aquitaine. Vous avez les liens, vous avez les dates du calendrier. On propose des webinaires en caisse. On essaye de vous accompagner au mieux. Donc, n'hésitez pas. On essaye de faire des thématiques aussi pour que ce soit justement moins brouillon, qu'il y ait moins d'informations. Voilà. Donc, je remercie toute l'équipe, en tout cas technique aussi. Merci beaucoup, parce qu'il y a eu pas mal de soucis techniques aussi pour certains des participants. J'en suis désolée. De notre côté, ça a fonctionné même parce que certains d'entre nous ont suivi le webinaire en qualité de participant. Donc, voilà, je suis désolée. J'espère que le replay va vous permettre de pouvoir reprendre en tout cas la connexion et de revoir tout ce qui a été évoqué aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit du coup et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.